Présente rapidement Diane Sophie Girard, qui est doctorante au groupe Société, Religion et Laïcité de l'École pratique des hautes études. Donc, elle mène une thèse de sociologie sur l'enseignement privé musulman de niveau élémentaire sous la direction de Philippe Portier. Donc, je te laisse la parole, Diane Sophie. Merci beaucoup, Francine. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, vous voyez la présentation. OK. Super. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs et organisatrices de la conférence et Francine pour son introduction. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques résultats tirés de mon travail de thèse sur les écoles élémentaires privées musulmanes en France. Alors, les représentations médiatiques disponibles sur la place de la religion à l'école donnent souvent l'impression d'un espace clivé, avec d'un côté le religieux problématique des élèves et de l'autre la sécularisation avancée des enseignants, qui serait d'ailleurs menacée par les atteintes à la laïcité de ces derniers. L'attentat qui a visé la rédaction de Charlie Hebdo en 2015, puis l'assassinat de Samuel Paty en 2020 ont été deux moments chocs qui ont contribué à renforcer le poids d'interprétations finalement plus religieuses que sociologiques. Pourtant, la véritable rupture, elle semble bien être avant tout d'ordre sociologique, puisque la distance est toujours plus grande entre le groupe des élèves et leurs parents et celui des enseignants. En fait, dans le cadre de notre enquête au sein d'écoles privées musulmanes de niveau élémentaire, nous avons rencontré 17 enseignantes qui se définissent à la fois comme croyantes, pratiquantes et qui ont été formées ou qui ont enseigné dans l'éducation nationale. Alors, j'ai effectué des entretiens semi-directifs avec elles, des observations et dans certains cas, de l'observation participant dans leur classe en 2018 et 2019. Et ces cas nous éclairent sur un angle mort des productions de la laïcité à l'école, à savoir la place et le rôle d'enseignantes qui s'auto-définissent comme musulmanes. Et ça nous pose la question de quelle marge de manœuvre ces enseignantes disposent-elles dans ces espaces. Alors, parmi les enseignantes rencontrées, on trouve deux types de profils. Premièrement, celles qui se sont détournées du public avant même d'y entrer. Et ça concerne 8 enseignantes de notre échantillon. Elles sont pour la plupart entamées la formation en IUFM ou en SP pour accéder au métier de professeur des écoles, mais elles n'ont pas validé leur diplôme en décrochant en général au moment des stages. Deuxièmement, celles qui sont entrées dans le public, mais qui l'ont quitté pour le privé, et ça concerne 9 enseignantes de notre échantillon, qui ont exercé en tant que contractuelles ou titulaires auparavant. Donc, au moment de nos entretiens, elles exercent toutes dans un établissement privé musulman, c'est-à-dire dans un établissement scolaire privé déclaré, en préfecture, en mairie, qu'il ne faudrait pas confondre avec des écoles clandestines, qui, elles, ne sont pas déclarées, ou les écoles coraniques, qui offrent uniquement des enseignements religieux et qui sont en général situées au sein d'une mosquée. Donc, ces 17 enseignantes, elles sont plutôt proches sociologiquement, culturellement, du point de vue des assignations racialisantes et de l'appartenance confessionnelle, des élèves des classes populaires qui sont régulièrement pointés du doigt, finalement, comme responsables des atteintes à la laïcité. Alors, la première chose, c'est que les enseignantes de notre échantillon, elles se définissent comme musulmanes et elles correspondent pour la plupart au sujet pieux dit intégraliste de la typologie de Jean-Marie Donegani. On pourrait aussi parler de piétisme. Et elles sont investies dans le mouvement qu'on appelle le renouveau islamique, donc le mouvement associatif musulman, par exemple. Et le fait d'avoir opté pour l'enseignement musulman, eh bien, ça participe de cet investissement. La moitié d'entre elles a reçu un enseignement religieux dans l'enfance et les autres se sont formées religieusement entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. Et elles abordent en entretien leurs pratiques religieuses, prières, jeûne, port du hijab, apprentissage du Coran, qui peuvent varier en intensité et qui peuvent éventuellement faire l'objet d'un investissement spécifique dans leur trajectoire professionnelle. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent ressentir des tensions
entre leur identité professionnelle et leur identité religieuse dans le cadre de leur formation ou de leur travail au sein de l'éducation nationale. Et ça nous indique que pour des sujets pieux, intégralistes ou piétistes, eh bien, la mise en conformité de ces convictions religieuses avec le milieu professionnel peut y être plus délicate qu'ailleurs. Donc non seulement l'école, elle est au centre des évolutions du principe de laïcité depuis les années 1880, mais l'éthos enseignant est également marqué par une certaine forme de sécularisme et les enseignants ont interdiction de manifester leurs croyances religieuses en tant qu'agents du service de l'enseignement public, mais ils sont aussi chargés de transmettre les principes de la laïcité à leurs élèves. Donc, face à ce cadre, les enseignantes rencontrées ont adopté 2 types d'attitudes concernant l'expression de leur identité religieuse au travail. La séparation stricte ou la recherche de liens. Et pour analyser les stratégies adoptées par nos enquêtés, je vais m'appuyer sur les analyses, les travaux de Catherine Connell, donc qui est une sociologue américaine, qui vient complexifier la typologie d'Albert Hirschman, exit, voice, loyalty, défection, prise de parole, loyauté. Donc dans School is Out, qui est publié en 2015, Catherine Connell met en évidence les stratégies adoptées par des enseignantes LGBT, prises en étau entre injonctions politiques de fierté, de pride, qui sont portées par le mouvement des droits des minorités sexuelles, et des normes professionnelles au sein d'un espace qui est encore fortement marqué par l'homophobie. Et donc, Catherine Connell nous dit que certains vont répondre à ces attentes contradictoires en essayant de maintenir une séparation, une distinction stricte entre leur identité d'enseignant et de personnes LGBT. Ça, c'est la stratégie de splitter, de séparation. D'autres vont tenter de les tricoter ensemble dans un tout cohérent, donc stratégie de knitter, de tricotage, quand les derniers préfèrent sans détour quitter l'enseignement, stratégie ici de quitter. Donc cette typologie, elle est particulièrement heuristique pour analyser les antagonismes que des personnes musulmanes ont pu rencontrer au cours de leur passage dans l'éducation nationale. Ces 2 populations d'enseignants sont confrontées à un milieu qui est marqué par des injonctions à la neutralité et tous 2 redoutent finalement la stigmatisation et de possibles discriminations de la part de leurs collègues, de leur hiérarchie, etc. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il est assez rare que les enseignantes de notre échantillon s'opposent frontalement à la laïcité scolaire. La question centrale qui ressort des entretiens réalisés avec elles, c'est celle de la neutralité. Sur les 17 enseignantes concernées, les 3/4 portent un foulard au moment de leur formation ou de leur exercice au sein de l'éducation nationale. Bien conscientes de l'impossibilité de porter le foulard sur leur lieu de travail, elles ne cherchent bien souvent pas à remettre en cause la règle, ce qui correspondrait à l'option voice dans la typologie de Hirschman, par exemple en la contournant, en la détournant par le port d'un substitut au voile, par exemple. Elles adoptent de manière générale une attitude qu'on pourrait qualifier de résignée. Alors, pour celles qui sont encore en formation, ça peut consister à quitter la formation pour ne pas avoir à retirer le foulard lors des stages. Pour celles qui sont titulaires, il s'agit de retirer le voile à l'abri des regards de leurs élèves, mais aussi de leurs collègues, et bien souvent de garder le secret sur cette pratique religieuse. Alors, la trajectoire de Lina, elle est à cet égard assez emblématique, puisqu'après un début de carrière dans les ressources humaines, elle se reconvertit dans l'enseignement. Et en parallèle de sa formation au métier de l'enseignement, la jeune femme va opérer un réinvestissement religieux qu'elle qualifie de chemin spirituel. Donc, elle est fonctionnaire stagiaire lorsqu'elle se met à porter un foulard et elle décide de garder cette pratique secrète durant son année de stage. Alors, cette attitude, elle peut être rapprochée de la stratégie du discréditable évoquée par Goffman, qui consiste à maintenir délibérément une certaine distance avec les normaux afin d'éviter des événements imprévus ou des occasions qui mèneraient à la confidence. À l'issue de son année de titularisation, elle préfère démissionner pour trouver un établissement qui lui permettra d'exercer une profession qu'elle a choisie, qu'elle apprécie, tout en portant son foulard de manière assumée. Dans l'ensemble donc, les enseignantes rencontrées ont assez peu tenté de détourner la règle de la neutralité, mais j'ai quand même rencontré une exception, c'est une enseignante, André,
qui a porté un substitut au voile dans l'exercice de ses fonctions et elle a exercé pendant 27 ans dans l'éducation nationale en portant ce qu'elle appelle un petit bandana jusqu'en 2004, donc au moment du passage de la loi dite d'interdiction sur les signes religieux à l'école. Un collègue à elle, donc elle exerce dans un lycée polyvalent des Yvelines, fait pression sur elle, sur le reste de l'équipe et sur la direction pour s'opposer à ce qu'elle continue d'enseigner avec ce qui est effectivement un substitut au foulard. Donc sous la pression, elle se met d'abord en arrêt maladie, puis elle finit par demander un congé sans jamais reprendre son poste dans le public. Donc, il convient de signaler ici tout de suite le fort effet générationnel de ce résultat, puisque cette enseignante, André, c'est aussi la plus âgée de notre échantillon. Elle a 70 ans au moment de notre entretien, ce qui contraste fortement avec le reste du groupe, dont la moyenne d'âge s'élève à 31 ans. Donc, on peut supposer que les enseignantes qui ont une trentaine d'années au moment de l'entretien ont connu le moment de 2004 en tant qu'élèves. Certaines se sont déjà vues soumises au retrait de leur foulard à l'entrée de leur établissement scolaire alors qu'elles étaient encore élèves. Elles ont été socialisées à cette neutralité plus profondément finalement qu'une enseignante plus âgée qui a connu l'indifférence au foulard pendant des décennies alors qu'il était encore un non-signe finalement. À une époque où l'islam n'était pas ou peu thématisé comme problème public, notamment au sein de l'éducation nationale, puisque donc André, elle rejoint l'éducation nationale avec son petit bandana en 1977. Alors, la troisième chose, eh bien, c'est qu'en dehors de la question de la neutralité vestimentaire, les enseignantes doivent également respecter donc, une neutralité dans leurs propos, dans les contenus transmis aux élèves, dans leur rapport avec les parents d'élèves, et elles sont amenées, dans certains cas, à socialiser les élèves et leurs familles aux usages de l'école laïque. En entretien, 2 enquêtés rapportent des cas où ils ou elles ont outrepassé la neutralité qui leur incombait en allant puiser du côté de leur identité en tant que personne de confession musulmane dans le cadre de leur travail d'enseignante pour l'une, d'éducateur pour l'autre. Alors, je vais me concentrer sur le premier cas, le cas d'Alia, qui suit le master MEF, mais ne le valide pas. Pour expliquer son choix de quitter la formation, elle évoque des désaccords sur la notion de laïcité telle qu'elle lui est transmise par ses formateurs. En entretien, elle se rappelle précisément d'un exercice de pédagogie mettant en scène la maman du petit Mustapha qui refuse que son enfant assiste à un concert dans une église dans le cadre d'une sortie scolaire. Donc, il est demandé à Alia d'imaginer la réponse à apporter à la mère de famille. Dans son devoir, la jeune enseignante en formation tente de faire le lien entre ces normes religieuses et les attendus professionnels de ses formateurs. Elle explique à la maman pourquoi, religieusement, elle a tort. Selon elle, les musulmans peuvent visiter les églises car ils n'y vont pas pour prier Jésus. Elle ajoute que la musique a un statut particulier et elle met en avant le caractère essentiel du savoir, aussi bien sacré que profane en islam. En gros, elle mobilise le référentiel musulman pour convaincre la maman des objectifs pédagogiques de la sortie à l'église. Cependant, cette stratégie ne se révèle pas payante puisque les formateurs d'Alia la renvoient en correction au registre de la laïcité et lui disent « tu aurais dû mobiliser la loi de 1905 ». Alia en conclut « en fait, on prépare directement les profs à avoir des préjugés, à attaquer les parents ». Donc ici, Alia fait une tentative de knitting, donc de tricotage, de lier son identité religieuse et ses normes professionnelles. Et le but est bien d'atteindre les objectifs de l'institution en mobilisant le référentiel musulman. Alia juge ce répertoire plus efficace que celui traditionnellement mobilisé dans son métier et son expertise n'est pas reconnue par l'institution, ce qui provoque, entre autres, son exit, son départ, le fait qu'elle quitte la formation. Dans ses souvenirs de l'exercice, l'enseignante s'identifie à la mère de famille de l'énoncé, puisque quand elle m'en parle, elle fait le lien avec sa propre expérience en tant que maman d'un petit garçon en moyenne section dans le public. Elle évoque la signature d'une charte de la laïcité dans l'école de son fils, dans laquelle serait inscrite l'impossibilité pour les mamans accompagnatrices de porter un foulard. Cela provoque chez elle un effet de saturation et le sentiment d'être poursuivie dans ses cours, dans son métier de parent, dans ses choix professionnels par une laïcité de précaution. Elle me dit, on n'entend que ça, laïcité, enfin c'est fatigant un peu, moi ça me fatigue plus qu'autre chose. Donc ça l'amène à formuler une opposition
entre un vous accusateur associé à une laïcité qui exclut et un on fatigué, résigné. Elle me dit, vous voulez pas qu'on travaille en tant que fonctionnaire, ça je le comprends, il n'y a pas de souci, je l'entends. Mais ne mettez pas à l'écart les gens. Si une maman veut participer à une sortie, laissez-la participer. Donc ici, Alia expose sa vision de la laïcité scolaire en distinguant ce qui est légitime, la neutralité des fonctionnaires, et à laquelle elle se soumet de bonne grâce, puisqu'elle quitte la formation MEF parce qu'elle ne veut pas retirer son voile, elle ne se voit pas adopter un substitut au voile, de ce qui n'est pas légitime, la discrimination des parents musulmans, et qu'elle n'accepte pas. Et là, elle me dit qu'elle quitte la formation MEF parce qu'elle ne veut pas discriminer les siens, ceux et celles surtout qui lui ressemblent. Alors, pour conclure, dans tous les cas exposés dans cette communication, on voit une certaine lassitude de la posture de splitter, notamment sur la question du voile, ou des tentatives déçues de knitter, de tricotage, qui poussent les enseignantes à partir, donc stratégie de quitter. Donc, elles disent trouver dans le cadre de l'enseignement privé la liberté attendue. Elles y voient un espace d'authenticité. Donc, il faut vraiment déconstruire cette notion. J'ai pas le temps de le faire ici. Et on peut se poser la question, est-ce que tous les chemins mènent à l'exit, à la défection? Eh bien, pas forcément. Là où on va retrouver de la complexité dans les trajectoires des enseignantes que j'ai rencontrées, c'est sur le suivi de long terme, puisqu'il existe un zapping dans le sens inverse du privé vers le public. Donc là où des motivations religieuses existent derrière le passage en école musulmane, des nécessités économiques ou la recherche d'une stabilité professionnelle peuvent pousser les enseignantes à effectuer donc le trajet du privé vers le public. C'est le cas de Fanta, qui est titularisée dans l'éducation nationale et qui démissionne à regret en début de carrière car elle ne supporte plus d'enlever son voile. Elle me dit, si on avait d'autres choix, on ferait autrement. On resterait, si on nous acceptait, ne serait-ce qu'avec un turban. Mais on n'a pas d'autre choix en fait. Elle craint aussi le climat délétère post-attentat et notamment les politiques de signalement des élèves. Elle me dit, est-ce que je ne vais pas devenir schizophrène si je fais appliquer des choses comme ça? Elle entre en école musulmane pendant 2 années avant de repasser dans le public, de repasser les concours et de retrouver sa position de titulaire. Alors, sa trajectoire, elle illustre bien comment la lecture confessionnelle, elle peut être favorisée à un moment donné. On va rejoindre l'école musulmane pour vivre pleinement sa religion, s'épanouir, être authentiquement soi-même. Mais finalement, une lecture plus pragmatique en termes de conditions de travail dégradées, dans des petites structures qui sont hors contrat, amène à relativiser la conflictualité religieuse et à adopter une posture de résignation sur l'expression de l'identité religieuse pour bénéficier des conditions de travail, de stabilité de l'emploi et de manière plus générale, eh bien, pour bénéficier de tout ce que peut représenter l'accès au fonctionnariat pour des filles qui sont souvent issues de l'immigration et souvent issues des classes populaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Diane-Sophie, pour cet exposé et qui montre bien, encore une fois, les différentes stratégies que mettent en œuvre ces enseignants pris dans les tensions. Et on voit bien, par exemple, que de ce point de vue-là, elles rejoignent les enseignants d'une manière générale. Hein, on retrouve des stratégies similaires. Ici, la logique pragmatique étant celle qui est le plus privilégiée par ces enseignants en tension devant ces questions de religion ou d'ethnicité au sein de l'école. Alors, je voudrais qu'on revienne peut-être, qu'on prenne 5 minutes pour une ou deux premières questions. Je ne sais pas si il y en a déjà dans l'assistance qui voudraient le faire. Est-ce que vous auriez déjà une question pour Diane? Sinon, moi, je souhaiterais peut-être, et puis on aura l'occasion d'y revenir dans le débat, et sur la question de finalement de la réconciliation des objectifs par ces enseignantes, donc des objectifs portés par l'institution scolaire et les réticences que peuvent avoir les parents ou les élèves et la mission, tout au moins la posture qui consiste finalement à tenter de réconcilier les deux,
enfin, les deux parties. Alors, est-ce que vous diriez finalement que sur votre terrain, c'est la posture la plus, finalement, celle qui prédomine? Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, sur le plan des relations qu'elles peuvent avoir avec des collègues, ce sentiment d'être discriminées aussi par l'institution scolaire elle-même, donc non pas uniquement de la discrimination qui est faite vis-à-vis à l'encontre des parents et des élèves, mais elles, est-ce qu'elles se sentent discriminées? Alors, merci Francine pour cette question. J'ai rencontré assez peu de cas où elles se disent elles-mêmes victimes de discrimination, mais quelque part, le fait qu'elles ne puissent pas exercer avec leur foulard, certaines le considèrent comme discriminant, puisque de fait, elles n'ont pas de place, elles ne trouvent pas leur place, mais elles ne remettent pas en cause cette règle-là, en tout cas. Après, c'était plus sur les parents et sur les élèves qu'elles craignaient ces discriminations. Donc, par exemple, le cas de Fanta dont je parlais à la fin, voilà, c'était dans le contexte post-attentat où elle voyait toutes ces directives sur les signaux faibles, ce genre de choses. Là, elle a craint non seulement pour elle-même, parce qu'elle me dit, en fait, quand j'ai lu ça, je me suis reconnue. Quand elle a lu les descriptions des élèves qui seraient potentiellement radicalisés, elle dit mais mince, mais c'est moi en fait, mais je sais bien que je suis pas radicalisée. Donc elle craint pour elle-même et elle craint pour ses élèves et elle m'a donné plusieurs exemples. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y aurait, on peut prendre encore une question s'il y en a. S'il n'y en a pas, on passe à la deuxième intervention. Il y a deux questions, Francine, dans la salle. On va essayer de les prendre. Okay. Bonjour, c'est juste une précision. C'était passionnant de vous écouter. Et quand vous distinguez une approche splitter et inclusive, disons, et une autre approche inclusive de la laïcité, splitter, finalement, ça veut dire séparatiste, au fond. C'est un séparatisme qui risque de nourrir le séparatisme dont on parle beaucoup, mais je suis frappé de voir que splitter, c'est finalement instituer une séparation et rendre incommunicables les points de vue, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, merci pour cette remarque. Effectivement, donc dans la stratégie de splitter, c'est vraiment avoir cette distinction forte et effectivement, ça amène à des positions un petit peu radicales puisque sur le cas du foulard, du port du foulard, elles ont été très nombreuses à me dire qu'elles gardaient le secret sur cette pratique et c'est très important pour elles de ne pas être découvertes. Donc, elles vont le mettre sur le parking, dans la voiture, à l'abri des regards, etc. Mais avec toujours la crainte d'être reconnue, d'être outée, pour filer la métaphore sur la question LGBT, contre leur volonté, par des parents d'élèves, lorsqu'elles les croisent au supermarché, par exemple, ou par des collègues. Enfin, donc c'est une posture qui est extrêmement désagréable et pas tenable sur le long terme, selon elles, en fait. Voilà. Alors, je remarque qu'on va peut-être... Il y a une dernière... Excuse-moi, Francine, mais je suis dans la salle, donc je me permets. Il y a une dernière question, en fait. Fabrice voulait poser une question. D'accord, je m'excuse parce que je ne vois pas toujours. Alors... On n'entend pas la question. Peut poser la question, on n'entend pas. Est-ce que tu... oui, ça marche mieux comme ça. Oui, merci de ton analyse. Une petite interrogation sur l'articulation entre le référent religieux, qui est celui avec lequel tu rentres, enfin, ou en tout cas la question du voile, et la question de l'expérience du racisme. Je mène actuellement une enquête sur l'expérience de la racisation chez les personnels de l'éducation nationale et notamment de la racisation au travail. Et je commence à avoir quelques entretiens avec des personnes qui sont passées dans le privé
qui ne sont pas musulmanes, qui ont d'autres affiliations religieuses et qui du coup mettent plus en avant l'expérience du racisme antérieurement dans l'école publique comme justification, même si je constate la même chose que toi, c'est-à-dire des formes de tricotage par ailleurs, après, dans laquelle la religion va revenir encoder d'une certaine manière le nouveau cadre de travail scolaire. Mais du coup, mon interrogation, c'est-à-dire comment est-ce que tu travailles l'articulation entre l'expérience du racisme et l'expérience spécifique pour le coup de la stigmatisation religieuse, et qu'est-ce qui te donnerait à penser que c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre, enfin, tu vois, qui caractérise au fond les expériences? Alors, merci pour cette remarque. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, les enseignantes que j'ai rencontrées, elles ont assez peu fait référence à des expériences de racisme les concernant, de discrimination les concernant. Ce qui les gêne plutôt, c'est ce qui se passe sur les élèves, sur les parents d'élèves. C'est-à-dire une enseignante qui me dit, bah voilà, l'année dernière, il y avait cette famille qui est arrivée, et puis ils avaient des prénoms arabes, et donc les prénoms étaient écorchés systématiquement par les collègues, plus les enfants, eh bien, s'adressaient en arabe à leurs parents, et donc ça faisait l'objet, pareil, de très fortes critiques de la part des enseignants de l'équipe. Et donc, c'est plus ça qui l'a choquée qu'elle-même, une expérience qui la concernait elle et qui aurait expliqué sa sortie de l'institution. Donc finalement, j'ai assez peu, j'ai pas de témoignage où c'est la question du racisme qui est mise en avant. C'est-à-dire que moi, vraiment de manière générale, alors c'est pas la majorité, déjà les enseignantes qui se retrouvent dans les écoles musulmanes, c'est pas la majorité celles qui ont véritablement exercé dans l'éducation nationale. C'est finalement une minorité. On a plus d'enseignantes qui sont passées par la formation, qui l'ont pas toujours validée, mais je dirais que c'est un tiers des enseignantes qui sont véritablement qui ont enseigné. Et en général, c'est des carrières très très courtes dans l'éducation nationale. Elles sont rentrées 1 an, 2 ans. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas ce genre d'expérience qui ressort tellement. Alors, merci beaucoup Diane. Sophie, est-ce